Elle est née il y a 242 ans, pourtant, elle n'a jamais quitté son village. La maison Baccarat produit toujours son cristal de manière artisanale au cœur des Vosges. Des fastes de la cour aux réalisations les plus contemporaines, Baccarat a conquis le monde grâce au savoir-faire sans égal des meilleurs ouvriers de France. Cette manufacture a pu voir le jour grâce à l'ordonnance du roi Louis XV dès 1764. Mais le premier four allumé l'a été, comme l'indique la fresque sur la façade de la halle, en 1765. Nous avons travaillé pour le marché national, pour le royaume, et ensuite, très vite, les rois se sont intéressés à nous, et notamment Charles X, qui est venu ici même à Baccarat en 1828, et de là a commencé la grande aventure de Baccarat auprès des grands de ce monde. Auparavant, il y avait même eu un graveur qui s'appelait Jean-Baptiste Simon, qui a gravé 2 vases, alors là vraiment qui sont des masterpieces de Baccarat. Et à l'époque, évidemment, au XIXe siècle, les créations étaient anonymes et ces pièces étaient tellement exceptionnelles qu'elles ont gardé le nom du graveur. Donc ça, c'est vraiment l'antériorité de la signature. Les premières grandes commandes vers l'extérieur étaient pour notamment Constantinople et les sultans pour équiper ces fabuleux palais, donc de très gros lustres, de parfois 4,50 m de hauteur, dans des diamètres très importants, mais également des commandes extraordinaires comme un escalier en cristal a même été réalisé et se trouve toujours à Doma-Bacce, visible de nos jours. Dès le début du XIXe siècle, en fait, la marque a été présente dans beaucoup de pays, les pays européens bien évidemment, mais à partir de la moitié du XIXe siècle, on la retrouve, que ce soit en Amérique du Sud, aux États-Unis, avec toute une approche culturelle assez naissante à l'époque. Et il faut garder à l'esprit que la marque a été présente au Japon dès la fin du XIXe siècle. Donc il faut s'imaginer à l'époque des personnes qui allaient effectivement vendre des produits dans des endroits très éloignés et difficiles d'accès, que ce soit, on l'a cité, l'Amérique du Sud, mais que ce soit l'Inde, que ce soit le Népal, le Japon, pour en quelque sorte diffuser comme cela une parcelle de la culture française. On est fortement actif au Japon, qui représente 28% de notre chiffre d'affaires, pour être précis. Le deuxième pays, ce sont les États-Unis, avec un peu plus de 20%. En troisième position, la France, avec près de 20%, 18% pour être précis. L'Europe, et là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on retrouve les grands pays que sont l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Et puis là, on arrive déjà à un chiffre d'affaires qui avoisine plus de 90%. Le savoir-faire Baccarat est reconnu par tous et il est indéniable que depuis des siècles, 2 siècles et demi maintenant, nous transmettons avec amour ce savoir-faire exceptionnel. Nous avons d'ailleurs le record en meilleur ouvrier de France. Le personnel verrier était essentiellement donc dans ces habitations, mais aujourd'hui encore, ces maisons sont réservées aux personnes qui le souhaitent. Les logements sont gratuits d'ailleurs pour le personnel et nombreux aiment vivre dans cette ambiance un petit peu communautaire. Donc Baccarat reste une grande famille. C'est vrai qu'il n'est pas rare de trouver dans chaque famille de Baccarat au moins un des membres qui travaille pour la manufacture. Et c'est un savoir-faire d'ailleurs chez les verriers qui est très présent et qui se perpétue de génération en génération. De la petite ville de Baccarat, les œuvres de la cristallerie sont parties à la conquête des clientèles les plus huppées et les plus exigeantes du monde. Aux États-Unis, l'histoire d'amour dure depuis plus d'1 siècle. Et parmi les clients les plus prestigieux, on compte même quelques locataires de la Maison Blanche. Baccarat miroite tellement outre-Atlantique que le groupe américain Starwood a racheté la marque française en 2005.
Hello and welcome to Baccarat USA. We're in the Baccarat showroom here on Madison Avenue where we show the collections that are upcoming for the next season. The showroom is also used for appointments for private clients and special commissions for designers. Baccarat has a very rich history here in the U.S. Our first boutique opened in 1948 on 57th Street here in New York, which is just a couple of blocks from where we're located now on 59th and Madison. The boutique opened under the direction of Count René Chambon, who had dual citizenship with France and the U.S., and after the World War felt it was time to open a U.S. subsidiary. The company has grown tremendously over the last 58 years. We now have 12 boutiques across the United States located in major metropolitan areas, and our newest boutique just opened last year, which is Baccarat.com. Today's consumer covers a wide range of tastes and desires, but looking for one important thing, and that's quality and design. And here at Baccarat, we have many, many years, 242 to be exact, of years of archives to draw from. This is a perfect example of something we just introduced, and it is a candlestick designed by Philippe Starck. It has a traditional classic candlestick base, and Philippe has taken that and reinterpreted the candlestick and added the metallic shade. Many exciting special commissions have been done here in the United States, the first of which is for Franklin Delano Roosevelt, the White House service. Many of the presidents in the United States have called on Baccarat to do their White House service. This is called Perfection. This was used by the Kennedy White House, selected by Jacqueline. Other commissions include this pattern, which is called Capri, for Princess Grace of Monaco. Many celebrities look to Baccarat for special commissions on chandeliers and custom tableware. We are looking at a 79-light candelabra named Tsar Nicholas II, and it is a piece from our archives well over 100 years old. In researching the history on this piece, Russian archives show Alexander III and his brother Tsar Nicholas II placed many orders with Baccarat in France. The recent discovery of the Cursac, which sank in 1912, points to a large number of Baccarat pieces, as many as 12,000, including lighting items such as candelabra and chandeliers being shipped down the river from France to St. Petersburg via Antwerp. In 1903, an order was placed for several of these to be delivered to Russia. Many were delivered, and due to the Russian Revolution, 2 were left at Baccarat. One of the remaining candelabra is in the museum in France, and this is the second one, and it is for sale for $2.4 million, with partial funds going to the U.S. Fund for UNICEF. This is a perfect example of combining classic design with a contemporary touch. This chandelier is called Helios. It's 24 light and was originally done in clear crystal. Most recently, Philippe Starck reinterpreted it in black crystal, as you can see here. Listen to that sound. This price ranges from $25,000 to $70,000, 6 light, or up to a 24 light, as you see here. We sell roughly 2 a month, varying sizes, and of course varying designs in height and width for special commissions. Baccarat est une princesse qui, pour ne jamais sombrer dans un sommeil profond, aime se faire embrasser par les designers les plus créatifs. Un baiser qui insuffle originalité et modernité à la ligne rencontre de Baccarat. La volonté de Baccarat est donc de faire appel à des créateurs, comme on l'a fait à travers les collections Rencontres, qui sont en fait comme une carte blanche donnée à l'artiste et donnée au designer en particulier, qui lui permet d'exploiter toutes les possibilités de savoir-faire de la marque, tout en restant dans son vocabulaire de forme et de création. Le choix des créateurs n'est pas innocent, c'est-à-dire qu'il faut trouver des créateurs qui puissent
interpréter le cristal sans sortir de ce qu'est baccarat. Donc on est obligé de choisir des créateurs qui ont l'habitude de travailler les volumes, le décor éventuellement, mais le volume, la taille, la présence forte de l'objet, quasi sculpturale, je dirais. Nous avons travaillé avec un créateur dans les années 70 qui s'appelle Sambonnet, avec Boris Tabakov. Donc nous venons de rééditer un service de verre. Parmi ces créateurs, il y a évidemment Ettore Sottsass auquel on avait pensé, mais aussi nous avons réalisé une collection avec William Sawaya, qui est lui-même un créateur qui a des sources d'inspiration un peu baroques, donc qui peuvent rentrer dans l'esprit de ce que souhaite Baccarat au niveau de ses créations. Vous pouvez imaginer travailler avec quelqu'un comme Stark pour différentes raisons. C'est quelqu'un qui s'inspire toujours du passé, qu'il revisite avec impertinence. Il s'appuie toujours sur des archétypes forts, quelles que soient les marques pour lesquelles il travaille. Stark, c'est un prince charmant. Il sait revisiter La Belle au bois dormant et la réveiller à travers un baiser un peu, qui paraît un peu vénéneux, par exemple, à travers sa volonté d'utiliser du cristal noir. Mais c'est toujours fait avec beaucoup d'humour et bon, avec une certaine tendresse de sa part. Pour moi, Maison Baccarat, c'était le symbole de le luxe, objet que j'aime depuis toujours. Dans la maison, j'ai beaucoup de Baccarat même. Le fait de travailler avec Kenzo, qui est quand même un créateur qui vient plus du domaine de la mode, n'est pas incompatible avec Baccarat, parce qu'on a quand même, nous, une collection bijoux et accessoires, mais aussi parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un mélange des genres et que des créateurs de la mode peuvent travailler dans le secteur de la maison ou de la maison dans le secteur de la mode. C'est vraiment, j'ai pensé, par exemple pour la maison, qu'est-ce que j'ai envie. Et toutes les choses que j'ai envie, j'ai réalisé avec Baccarat. Il a réalisé pour nous une série de vases sur le thème des 4 saisons, donc vous en voyez 3 ici. Un Bouddha, des bougeoirs d'inspiration chinoise et un très beau paravent, toujours avec un fil conducteur qui est la laque noire et le cristal clair et la gravure reprise à l'or. Comme je suis japonais, et dès que quand on a commencé à travailler ensemble, quand même je voulais amener quelque chose de Japon-Asie. Les sources d'inspiration des 4 saisons pour Kenzo étaient importantes parce qu'au Japon, c'est un thème récurrent qui intervient à travers les décors des kimonos, des paravents. C'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment au Japon et auquel Kenzo tenait beaucoup. Alors ce motif représente la saison d'hiver. C'est donc sur cette face un arbre recouvert de neige. Cette chromaline va nous permettre dans un premier temps de sabler le motif. Et sur ce motif, on va appliquer par endroits des creux plus ou moins prononcés. Maintenant, il me reste des parties dégarnies sur le vase que je vais devoir cacher de façon à ce que le sablage ne vienne pas endommager l'uni du vase. Voilà, donc l'opération de camouflage est maintenant terminée. Je vais pouvoir aller sabler la pièce. On utilise un appareil à pression, on règle justement cette pression de façon à protéger quand même l'épreuve et à ne pas sabler trop fort et de ne pas arracher l'épreuve. Mais le fait de le pulvériser à pression plus ou moins élevée fait qu'il attaque le cristal. Voilà, de façon superficielle. Si on reste sur place, ça va provoquer des creux plus ou moins prononcés. Pour moi, c'était vraiment une expérience intéressante et même je suis allé à manufacture
et comment ils ont travaillé et tout. C'est magnifique. Et même j'ai rencontré plein de techniciens artisans qui sont formidables. Et j'ai vu comment ils ont travaillé. Ils ont vraiment de savoir-faire. Et vraiment, j'ai eu une grande chance de travailler avec eux. Quand l'or le plus fin se marie au cristal le plus pur, baccarat donne naissance à un luxe éternel et raffiné. Une illustration de ce talent avec le service Harcourt, rehaussé de métal précieux par les doigts de fée des doreuses de baccarat. Donc la première étape, déjà, bon, on reçoit déjà les verres unis. Et ensuite, on va déposer de l'or qui est déposé en fines couches. Donc c'est fait par une sérigraphie, mais avec une machine pour déposer correctement et puis qu'on puisse manipuler sans... Alors, au pinceau, on aurait du mal à réaliser quand même ce décor. Quand même. Il faudrait du temps. Donc là, je vais la faire tremper. Et normalement, on en met sur toutes les côtes. Toutes les côtes du verre, on en a. Et après, je vais chasser l'eau qui est en dessous. Donc je l'applique. Après, je la centre. Ensuite, après avoir appliqué toutes les épreuves, je nettoie bien mon verre aussi pour pas qu'il y ait de minouches ou de petites particules. Je viens appliquer un filet dessus, un contre-filet. Et ensuite, à la fin, je fais le filet des pieds. Ça, c'est l'expérience qui fait que l'on apprend à déposer la matière d'or en quantité, l'étaler correctement pour que ce soit parfait. Et au départ, on apprend déjà à faire ne serait-ce qu'un filet. Et le contre-filet vient après, jamais au début. Donc, on apprend par expérience à faire que le filet et avec les années, on apprend à faire le contre-filet. Ça, c'est le feeling, on va dire, et puis l'apprentissage. L'apprentissage, les mois, les années de pratique, on va dire. Pas de problème, ça s'apprend qu'ici apparemment, j'ai pas entendu dire qu'il y avait d'école. Donc comme on dit ici, on est formé sous le tas. Quoi. Moi, je dirais que là, je suis dans 7e, 8e année. Donc moi, je commence seulement vraiment à dire je maîtrise. Alors on reçoit les verres qui sont gravés de la gravure sablée. Donc le but consiste à remplir le creux de la gravure pour nous avoir la délimitation pour pouvoir faire le remplissage après. On va poser l'or à l'intérieur de la gravure, donc c'est l'opération de halage. Voilà. Puis après, avec la paume de la main, on enlève première couche. Et après, pour enlever le reste, il faut le haler. Donc, on souffle le hale. Voilà, puis après, avec le torchon, ma foi, on enlève ce qui reste. Nettoyer parce que si l'or reste sur le cristal, après, une fois que la cuisson a été faite, on ne peut plus l'ôter. Donc après la première opération,
on met de l'or, de la poudre d'or, donc c'est de l'or 24 carats, c'est de l'or à 100%, que l'on applique sur la partie qu'on vient de parler, pour donner l'aspect de l'or. Parce que dans la partie entière, on ne remplit pas tout. Il y a certaines parties qui vont rester comme ça, sans faire le remplissage. Pour en général faire un verre prestige, il nous faut une bonne heure pour avoir rien que le remplissage et les filets. Donc on gratte la partie en relief pour donner la brillance. Donc voilà l'opération, une fois que le verre est bruni. Donc si vous voulez, je vous montre l'opération, le verre pas bruni. Donc brillant et pas brillant. Les diamants ne sont plus les seuls amis des femmes, le cristal le devient aussi. Avec ses bijoux à la fois lumineux, colorés et surtout accessibles, Baccarat a conquis une nouvelle clientèle, plus jeune. Plus de 10 ans après leur lancement, les bijoux représentent d'ailleurs plus de 20% du chiffre d'affaires de la marque. C'est vrai que le bijou prend une grande place aujourd'hui chez Baccarat. Il faut savoir qu'on en faisait déjà dans les années 30, des colliers assez simples, mais depuis 91, nous avons établi une gamme nouvelle de bijoux. On avait le sentiment que la matière cristal avait été peu utilisée et qu'on avait la capacité à apporter des produits différents de ce qui existait sur le marché. Des produits lumineux qui pouvaient jouer avec la couleur et des créations intéressantes susceptibles de séduire notre clientèle. Donc on a développé une gamme qui s'exprime à la fois sur des produits tout cristal avec des couleurs excessivement attractives et puis qui petit à petit intègre un certain nombre de traitements qui rendent la matière encore plus chatoyante comme la métallisation, l'ajout de matières plus précieuses comme l'argent, la perle de Tahiti, l'or blanc, des diamants. On arrive à des gammes joaillères. À présent, les bijoux représentent un petit quart de notre chiffre d'affaires. En France, on arrive à un chiffre d'affaires qui est entre 40 et 50%, donc ce sont des performances tout à fait intéressantes. Les bijoux ont permis à Baccarat de toucher une autre clientèle, les plus jeunes par exemple, qui ont trouvé un intérêt dans les produits Baccarat. Ils étaient effectivement peu enclins à s'offrir des services de table et le bijou est une réponse. Oui, c'est une jolie diversification, à la fois en termes d'image et bien évidemment en termes de résultats. Baccarat s'expose aux regards admiratifs des Pékinois. Le Namok, le musée d'art moderne de la capitale chinoise, présente 300 trésors de cristal dans une mise en scène poétique et lumineuse. Certaines pièces, somptueuses et fragiles, n'étaient encore jamais sorties de France. Les chefs-d'œuvre, c'est bien sûr les grands lustres que vous avez pu voir. C'est la table bateau avec le surtout, enfin la table avec le surtout bateau qui avait été fait pour l'exposition de 1870 qui représente la ville de Paris puisque l'emblème de Lutèce est une barque qui est un très grand savoir-faire à la fois dans la taille du cristal et dans les bronzes. C'est aussi des choses qui passent plus inaperçues, mais vous avez des verres gravés, des verres dorés qui sont entièrement réalisés à la main et évidemment qui demandent aussi un très très grand savoir-faire.
就是说它不但是法国的国宝，因为它有上百年的历史。OK， 那么多年，上百年历史通常来讲是很古老的感觉，但呢，它又是与时俱进。它每年都有一些当代的艺术设计师来参与，有些新的产品出来。我觉得它也是一个古老跟现代的一个完美的结合。Pour nous, la Chine est aussi un enjeu important en termes de développement. C'est un pays qui s'ouvre au monde maintenant, qui s'ouvre à d'autres cultures, qui s'ouvre sur le plan économique, avec énormément de voyageurs. Donc il devient également au Baccarat un marché important, même si les traditions d'art de vie chinoises peuvent être différentes. Nous avons la prétention d'essayer de faire comprendre ce que peuvent être certaines traditions européennes et de les faire apprécier à travers nos produits. Le développement des ventes en Chine, au Japon, aux États-Unis et dans bien d'autres pays n'a pas empêché la cristallerie de Baccarat de rester fidèle à la petite ville des Vosges où elle est née il y a plus de 2 siècles.